Merci beaucoup d'être là. Hier, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé autour de 13h, 14h, je me suis dit, avant qu'on organise la conférence, il faudrait qu'on se voit la veille, histoire d'échanger de manière cordiale, de voir les personnes peut-être qui veulent participer à l'organisation, de voir les personnes qui veulent peut-être rejoindre la Startup Academy, de discuter aussi avec les membres, parce qu'il y en a qui sont là aussi, de faire une sorte de mise à jour, d'échanger, de tout et de rien. Et voilà, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour continuer de collaborer ensemble comme certaines personnes qui sont là, avec qui on collabore depuis très longtemps. Je reconnais plusieurs visages, Sangaré, merci beaucoup et tout le reste. Donc merci d'être là. Je n'ai pas pu être là à temps parce que voilà, je suis venu seul. Les autres ont eu beaucoup de difficultés. Peut-être qu'ils vont venir demain matin, mais je ne suis pas sûr. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a même duré, parce qu'il y avait des problèmes de visa, des problèmes de beaucoup d'autres choses comme ça. Donc j'étais obligé de sortir avec Zanda pour aller gérer ce qu'on peut gérer, rencontrer certaines personnes. On allait visiter la salle pour se rassurer que c'est correct. Et avec les embouteillages dans la ville, à l'heure de pointe, c'est pour ça qu'on est arrivé un peu en retard. Donc désolé pour le fait d'avoir attendu peut-être un peu trop longtemps. Mais merci quand même que vous soyez là pour qu'on puisse échanger. Donc moi, c'est un plaisir partagé. On se connaît déjà tous. Peut-être à travers les vidéos, à travers les textes, à travers tout le reste, mais peut-être physiquement, on ne s'est pas encore rencontré pour certains, parce qu'il y a plusieurs ici que j'ai déjà rencontrés plusieurs fois. Et aujourd'hui, je voulais juste qu'on fasse peut-être une séance de questions-réponses. Je n'ai pas vraiment un thème à partager avec vous. Demain, on aura 6 heures de conférence, on pourra longuement discuter. Il y a beaucoup d'autres orateurs aussi, je ne serai pas le seul demain. Il y a Koziedo qui va intervenir demain. Il y a Lionel Ganque, qui est membre de Startup Academy, qui va aussi intervenir. Il vient du Ghana. Il y a Audrey Keita qui va intervenir aussi demain. Il y a certainement Vincent Kadjo aussi qui va intervenir. Bref, il y a beaucoup d'orateurs qui seront là demain. Et puis, on va essayer de vous offrir quelque chose d'assez intéressant. Et pour que vous puissiez aussi faire du relationnel, parce que c'est aussi ça le but. Donc, c'est très important. Moi, j'aime parler de tout. Et je suis sans tabou. Donc, s'il y a quelqu'un pour qui il y a des tabous, ça ne va pas marcher. Parce que depuis 60 ans, on vit dans les tabous, on est toujours pauvres, misérables, on n'arrive pas à manger. À un moment donné, il faut qu'on essaye autre chose. Peut-être ça va marcher, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc moi, je vais vous laisser l'opportunité de poser des questions. Moi, je n'ai pas un thème à développer ce soir. Mais si vous avez des questions de tout ordre, ça peut être des questions liées à un projet, ça peut être des questions liées à l'organisation de demain, parce qu'il faudra aussi qu'on puisse voir comment on fait pour que ça se déroule très bien. Ça peut être des questions liées à n'importe quoi. Si vous en avez, moi je vous passe la parole, il n'y a pas de protocole, vous levez le doigt et vous posez votre question et moi je vous réponds aussitôt. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça. Et c'est aussi, ça fait plaisir parce qu'à chaque fois, quel que soit, voilà, les intempéries, les vicissitudes, vous, voilà, ressortez. Par exemple, cette conférence en Côte d'Ivoire, vous voyez que c'est expressif. Elle est expressive plutôt. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment découvrir sa mission de vie. Alors vous, sincèrement, voilà, au-delà de tout, les gens parlent, commentaires. Depuis longtemps, continuez à crier, vous ressortez encore. Les uns collaborent, ils deviennent ennemis. Après, ils deviennent admiratifs. Donc, c'est tout un, voilà. Donc, pour revenir à la question, pour ne pas tergiverser, c'est, voilà, comment découvrir sa mission de vie. Ça, c'est ma première question. Oui. Et la deuxième question, c'est la résilience. Et la dernière question, pourquoi la Startup Academy Côte d'Ivoire? D'accord. Donc, on a 3 questions. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici, peut-être qui avaient des questions similaires. Donc, je vais essayer de répondre de manière méthodique pour que si vous avez les mêmes questions, ça vous permet d'avoir des réponses précises. Donc, on a la question sur la mission de vie. On a la question sur la résilience, on a la question sur pourquoi la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Donc je vais commencer par la mission de vie. Quand je parle de mission de vie, je parle forcément de religion. Je vois déjà les gens me regarder bizarrement. Ils savent déjà ce que je vais dire. Donc je vais dire ce qu'ils pensent là. On a habitué. En fait, ce que je veux qu'on comprenne en fait, c'est quoi? C'est que je vais m'inspirer de la Bible. Dans la Bible, on parle de Jésus. Ceux qui sont chrétiens, sont catholiques, tout le reste. On parlait d'Allah pour les musulmans, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, en fait, il s'agit des récits de personnes. Quand je dis récit de personnes, ça veut dire quoi? On vous raconte l'histoire de quelqu'un. On vous dit son père c'était tel, sa mère c'était tel.
On vous dit ses enfants c'était tel. On vous dit qu'il a cheminé de telle manière, il a procédé de telle façon. On vous dit qu'il est mort, son enfant continue à faire telle chose. On vous dit qu'il a ressuscité, il a fait telle chose, telle chose. On est en train de parler de l'histoire de la vie des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de raconter cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de perpétuer cette histoire. Moi, la question que j'avais de poser à chacun ici, est-ce que tu connais ton histoire? C'est la première question que j'ai envie de poser. Parce que c'est ton histoire qui va te permettre de déterminer et de connaître le rôle même que tu as dans la vie. Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Parce que ta mission ne vient pas de nulle part. Ta mission vient d'une mission globale qui découle de ton histoire. Comment s'appelait ton père? Comment s'appelait ta mère? Comment s'appelait ton arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'il faisait comme activité? Que signifie ton nom? Pourquoi on t'a donné ce nom? À quoi pensaient tes parents en te donnant ce nom? Parce que ton nom, c'est un égrégore. Ton nom a une influence sur ton devenir. Si les gens ne le savaient pas. Est-ce que tu connais ton nom? Ton nom signifie quoi? Comment tu t'appelles? Monsieur Étienne. Et ça signifie quoi en langue? Ton nom. C'est très grave. C'est trop grave. Chacun ici ce soir doit se poser la question: que signifie mon nom? Et il y a forcément quelqu'un qui connaît la signification de ton nom. Peut-être dans ta famille, ça peut être un oncle, ça peut être tes parents s'ils sont encore vivants. Même si tu es orphelin, parce que c'est qu'il y a les gens qui ont toujours des questions comme ça. Mais moi alors qu'ils sont orphelins, personne ne me connaît. Mon ami, tu as un nom. Tu as un nom. Personne ici n'a pas de nom. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de nom. Ça veut dire que même si tu ne connais pas tes parents, tu ne connais pas ta famille, tu ne connais pas ta lignée, tu es africain. Au moins ça se voit que tu es un africain. Tu vois. Même si tu es un orphelin, tu n'es pas un blanc. Tu vois. Voilà. Les Africains ont une histoire. Donc même si tu es orphelin, tu es africain. Et les Africains ont une histoire. Les Africains ont un passé. Si tu as un nom, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un nom similaire au tien, qui appartiennent à ta communauté et qui peuvent te permettre de connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés dans ta famille ou alors dans ta communauté de manière globale. C'est la première étape pour savoir sa mission de vie. Moi, je vais prendre un exemple. Dans ma famille, nous étions ce que les gens ont voulu nous faire croire comme étant des maquisards. Alors qu'en fait, c'était des révolutionnaires. Moi, par exemple, mon arrière-grand-père a été fusillé par les colons. Parce qu'il combattait les colons, il était dans la forêt et puis il ne voulait pas que nos villages soient colonisés par les blancs. La plupart des membres de ma famille ont combattu les colons, ont été tués. Bon, est-ce que vous pensez que ça a une influence sur ton parcours, sur ta mission de vie? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ton sang, tu as le sang de tes ancêtres. Tu as les gènes de tes ancêtres. Donc tes enfants vont naître avec une modification de leur ADN et ils vont toujours avoir un certain type de frustration que tu avais. Ils vont avoir un certain type de peur, de crainte que tu avais, ainsi de suite. Et d'ailleurs, que même quand ils vont naître, tu vas leur habituer à avoir ce type de comportement-là, même inconsciemment. Donc ta mission de vie découle, de l'histoire de ta famille, de l'histoire de ta communauté, de l'histoire de tes ancêtres, de l'histoire du continent duquel tu appartiens. Tu ne peux pas connaître ta mission de vie sans pouvoir mener cette analyse-là, qui en fait est un voyage intérieur. Moi, je dis toujours que le voyage le plus important est le voyage que vous faites à l'intérieur de vous. Ça veut dire que ça commence par vous, votre nom, votre histoire, vos connaissances. Ensuite, vous montez progressivement au niveau de vos parents, ensuite vos arrière-grands-parents, jusqu'au niveau où vous pouvez, pour essayer de comprendre les similitudes qu'il y a entre ceux qui étaient là avant et vous. Maintenant, une fois que vous avez effectué cette étude, il y a maintenant des particularités qui sont propres à vous. Ça veut dire que peut-être vous avez grandi dans un environnement particulier, vous avez vécu des expériences particulières, vous avez vous-même vos propres ambitions, mais qui en fait sont influencées par tous ces paramètres. Les ambitions que vous avez aujourd'hui, ça dépend de l'endroit où vous avez grandi. Si vous aviez grandi aux États-Unis, vous n'auriez pas les mêmes ambitions. Ça veut dire que l'environnement dans lequel tu grandis influence tes ambitions. Les personnes avec qui tu as grandi, c'est-à-dire ton cercle d'influence, ces personnes ont une influence sur tes ambitions, ont une influence sur tes rêves, ont une influence sur tes projets. Donc tout ça, tu vas analyser avant maintenant de te dire, par rapport à ça, voilà ma mission de vie. Tu vas analyser les comportements que tu as et que tu n'arrives pas facilement à changer. Il y a des personnes parmi nous qui aiment donner,
qui aiment accompagner. Il y a des personnes parmi nous qui aiment conserver ce qu'elles ont. Parce qu'elles ont tellement manqué de tout au point où elles ont peur de perdre le peu qu'elles viennent d'avoir. Du coup, elles peuvent te voir mourir, mais elles ne te donnent rien. Parce qu'elles te disent non, si elles te donnent, je n'ai plus après. Parce que moi, j'ai trop souffert quand j'étais petit. Donc, mieux tu souffres aussi maintenant. Peut-être c'est ton temps. Tu vois, pourquoi moi, je dois te donner? Il y a d'autres personnes qui ne tolèrent pas voir la souffrance. Il y a des personnes qui peuvent vider tout ce qu'elles ont juste pour ne pas voir les autres souffrir. Selon vous, vous pensez que ces attitudes, ces comportements, ça vient d'où? Ça vient de tous ces différents paramètres. Et se connaître permet de mieux savoir où on sera performant. Parce que si tu analyses et tu te rends compte que tu aimes donner, tu aimes le bien-être des autres, il y a un type de métier que tu ne dois pas faire. Il y a les métiers où si tu te retrouves à faire ça, tu vas mourir tôt. Parce que ça va devenir un défaut. C'est pour ça que je dis toujours que il ne faut pas prendre la notion de défaut et de qualité de manière linéaire. Les défauts et les qualités, ça dépend du contexte. En entrepreneuriat, par exemple, la curiosité, c'est une excellente qualité. Voilà. Si tu es un entrepreneur, tu dois être curieux. Moi, quand je roulais tout à l'heure, quand on roule, moi, je regarde tout. Je regarde comment les gens marchent. Je regarde la mine des gens. Je regarde les couleurs des voitures. Je regarde l'état des voitures. Je regarde l'état des routes. Je regarde tout. Parce que je dois être curieux, parce que ça me permet de faire une analyse de l'environnement. Maintenant, si tu es en couple, est-ce que la curiosité, c'est une qualité? Moi, je dirais non. Parce que ça va seulement vous conduire soit au crime passionnel. Parce que quand tu es curieux, ça veut dire que tu vas voir sa tablette. Quand il n'est pas là, il est aux toilettes, tu ouvres la tablette. En fait, c'est ta mort que tu es en train d'ouvrir comme ça. Toi-même, tu sais que c'est ta mort, mais tu ouvres quand même. Tu vois, tu vas avoir un message en pleurant. Tu vois en pleurant, tu vois en pleurant. Pourquoi tu ouvres? Tu vois? Pourquoi? Tu vas dire non, je veux savoir si... Pourquoi tu veux savoir? Tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu vois? Il y a des choses que tu n'es pas obligé de savoir. Toi, tu sais que tu vas pleurer, mais tu pars pleurer. Pourquoi? Tu vois, la curiosité dans certains contextes peut devenir un excellent défaut et dans un autre une excellente qualité. Et le problème parfois, c'est que tu vas voir des personnes qui vont te dire non, ça c'est un défaut, il faut changer ça. Non, peut-être ce qu'on est en train de vouloir que tu changes là dans un autre contexte sera une excellente qualité. Donc, si tu n'as pas effectué une étude sur toi-même pour savoir exactement qui tu es, si tu n'as pas effectué une étude pour savoir dans quel contexte ce qu'on te reproche même parfois peut être une qualité, tu ne sauras pas quelle est ta mission de vie et qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu ne trouveras aucun épanouissement dans ce que tu fais. Parce que chaque fois que tu vas mener une activité, tu vas sentir comme un poids, comme un fardeau. Tu vas avoir l'impression que ce n'est pas ça qu'il te faut. Oui, parce que ça ne correspond pas à qui tu es. Et qui tu es, pour le savoir, il faut que tu mènes une analyse pour comprendre qui tu es. Et qui tu es ne vient pas de toi seul. Ça vient de ta famille, de ta lignée, de ton arbre généalogique, ainsi de suite. Donc, découvrir sa mission de vie, pour ne pas être très long, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Découvrir sa mission de vie, c'est de savoir qui on est, c'est de savoir d'où on vient, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme force et comme faiblesse, et c'est de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir comprendre quels sont les domaines d'activité dans lesquels on aura une performance beaucoup plus importante. Donc, moi, je recommande à chacun de faire cet exercice. C'est vrai qu'il est long, il est complexe, mais s'il faut faire 1 an pour comprendre qui tu es afin de pouvoir être plus efficace après, autant mieux faire 1 an au lieu de passer toute ta vie à rechercher ce que tu dois faire, comment tu vas être excellent ou alors quel est le domaine qui te convient le mieux. Pour ne pas changer d'activité tout le temps, changer de métier tout le temps et au final être troublé. Oui, parce que vous vous retrouvez en train de changer d'activité, changer de métier, changer tout le temps parce que vous ne savez pas en fait qui vous êtes. Si vous saviez qui vous êtes, vous allez peut-être changer de domaine, mais en fait, vous allez vous rendre compte que même dans ces domaines que vous changez, vous êtes en train de faire la même chose. Donc ça, c'était concernant la question sur la mission de vie. Et si vous faites un projet qui n'est pas en harmonie avec votre identité, vous n'allez jamais être excellent. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne veulent pas être excellentes. C'est aussi un cas de figure à part. Comme il y a des gens qui aiment la pauvreté. Tu vois, et eux, moi, je leur souhaite bonne pauvreté. Je leur souhaite d'être les plus pauvres possibles et de mourir pauvres. Il y a des gens qui aiment la pauvreté. Ça veut dire par leur attitude, par leur comportement, par leur façon de penser, tu comprends que ces personnes aiment la pauvreté. Quand tu parles d'argent, ils disent, hey, les sectes, la sorcellerie, non. Donc du coup,
il faut savoir qui vous êtes, il faut connaître quelle est votre identité. Et il faut aligner votre projet avec votre identité. Vous allez vous sentir épanoui, même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Au final, est-ce que tout est question d'argent? Non, pas nécessairement toujours. Ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent sans être aligné avec ce qu'on fait et au final sans vivre? Parce que tu arrêtes de vivre, tu commences à vivre un drame au quotidien. Tu gagnes certes de l'argent, tu as du confort, oui, mais si c'est pour sacrifier ta paix intérieure, je trouve que c'est un prix trop cher payé. Trop cher. La deuxième question, c'est concernant la résilience. En fait, c'est aligné à la première question. C'est aligné à la première question. Et là, j'aime toujours prendre un exemple qui est simple. Et je vais revenir à la Bible, parce que quand on parle de la Bible, les gens comprennent mieux. Dans la Bible, on dit souvent que si tu prends par exemple une graine et tu la lances dans la terre, avant qu'elle ne pousse, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt d'abord, elle pourrit. D'abord, pourquoi on parle même dans la terre? Parce que quand on parle dans la terre, vous allez dire, mais est-ce que nous sommes dans la terre pour voir? Prenons un exemple simple. Lorsque vous prenez un produit, vous préparez dans la marmite, vous mangez une partie. Ensuite, vous laissez l'autre partie dans la marmite pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Qu'est-ce qui se passe? Ça se gâte, n'est-ce pas? Mais quand ça se gâte, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez, qu'est-ce qu'il y a dessus? La moisissure, ce sont des êtres vivants. Est-ce qu'on est d'accord que la moisissure, ce sont des êtres vivants? Est-ce qu'on est d'accord que les asticots, ce sont les êtres vivants qui se nourrissent de ces aliments qui sont morts ou alors qui sont gâtés, qui sont périmés? Donc vous voyez que la mort entraîne une nouvelle vie qui n'est pas de la même nature, mais qui est une vie aussi. Parce que si ces aliments-là n'étaient pas morts, il n'y aurait pas eu d'asticots, il n'y aurait pas eu de champignons, de moisissures et tout ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, si vous voulez être résilient, vous devez accepter qu'il y a une partie de vous qui va mourir. Pour que vous puissiez renaître, pour que vous puissiez revivre différemment. Vous devez accepter qu'il y a une partie de vous qui va subir la douleur. Il y a une partie de vous qui va subir les chocs. Mais ça fait partie du processus. Est-ce qu'il y a des gens qui font la course de fond ici? La course de fond, un peu comme les gens qui courent 2 km, 5 km, 10 km, 20 km. On appelle ça la course de fond. Moi, quand je faisais la course de fond, il y a un phénomène qui se produit toujours quand tu fais la course de fond. Quand tu commences à courir, les premiers kilomètres, tu es extrêmement fatigué. Tu es très fatigué, tu as les muscles qui te font très mal, tu as la respiration qui veut te tuer et la seule chose que tu as envie de faire, c'est de t'arrêter. Mais il y a un miracle qui se produit. Ça veut dire que si tu réussis à traverser cette étape-là, après tu ne ressens plus rien. Tous ceux qui ont déjà fait la course de fond, ils savent ça. Moi, j'ai fait la course de fond, c'est ce qui se passe. Les premières minutes, quand tu cours, tu es extrêmement fatigué, tu respires, tu n'en peux plus. Et du coup, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de t'arrêter, que mais Dieu va mourir. Et quand tu réussis à traverser cette étape-là, tu as l'impression que tu ne ressens plus rien du tout. Ton corps avance seulement. Maintenant, c'est à ce niveau que tu peux travailler sur ta vitesse, sur ton endurance, à pouvoir aller encore plus loin, ainsi de suite. Donc, parfois, je pouvais courir pendant 1 heure de temps sans arrêt. Mais la douleur que tu ressens pendant les premières minutes est plus forte que ce que tu ressens après 45 minutes. C'est exactement la même chose avec la résilience. Ça veut dire que, et là on entre un peu dans la spiritualité, je vais prendre encore une image avec un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Malox. C'est un ami que j'aime beaucoup. Et Malox dit ceci: ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Il faut méditer sur ce que je viens de dire. Supposons que vous deux vous êtes en couple, ça peut vous aider tout à l'heure. Tu dis que toi tu es fidèle. Toi tu ne déranges pas les gens. Tu as ta femme, tu ne déranges pas la femme des gens. Ta femme, c'est vraiment ta femme de cœur. Tu te consacres à elle à 100%. Est-ce que c'est parce que tu décides ça que lui ne va pas draguer ta femme? Il s'en fout.
sûr. Il ne te connaît même pas. Et même quand il te connaît, même, il est plus fier. Parce qu'il saura qui va humilier. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Ça veut dire que les bonnes actions que tu poses ne vont pas empêcher que les gens posent de mauvaises actions vis-à-vis de toi. On s'en fout de tes bonnes actions. Et au contraire même, tes bonnes actions entraînent de mauvaises réactions chez d'autres personnes. Supposons que tu vends un produit, savon noir. Ton savon noir est très bon. Quand les gens utilisent ton savon noir, ils ont des excellents résultats. C'est tellement bon que tu as de plus en plus de clients qui achètent ton savon noir. Tu passes de 10 clients à 100 clients, 100 clients à 500, 500, 1000 clients, 1000 clients, 1 million de clients. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est avant qu'il n'y ait ton savon noir, est-ce que les gens se lavaient? Ils se lavaient avec quoi? Ça veut dire que acheter ton savon noir est en train de les pousser à ne plus acheter un produit qu'ils achetaient avant. Donc, toi, tu es en train de poser une bonne action. Ils sont contents parce que ton savon noir permet de résoudre leurs problèmes. Mais en fait, il y a des gens qui sont en train de perdre de l'argent à cause de ton savon noir. Et tu penses que ces gens-là vont te laisser faire? Ils vont te laisser continuer d'avancer avec ton savon noir comme ça. Et tu gagnes de l'argent, tu deviens riche et heureuse. Et la vie est simple. Non, ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont tirer sur toi. Il y a des gens qui vont dire que ton savon noir tue les gens. Il y a des gens qui vont dire que tu es une bandite. Il y a des gens qui vont dire que tu es une prostituée. Il y a des gens qui vont dire que les financements pour pouvoir lancer ton savon noir là, l'argent de la drogue. Parce que eux maintenant, ils sont dans une posture selon laquelle il faut qu'ils trouvent une astuce pour que tu arrêtes avec ton histoire de savon noir. Et s'ils se rendent compte que sur le plan commercial, ils n'ont pas réussi, parce que tu as les bonnes stratégies de marketing, tu as un bon service client, ton produit est excellent, et ainsi de suite, ils vont t'attaquer sur d'autres dimensions. Oui, si sur la dimension opérationnelle, ils ne réussissent pas, ils vont t'attaquer sur le plan émotionnel, ils vont t'attaquer sur le plan social, ils vont t'attaquer sur le plan spirituel, ils vont dormir chez les marabouts et ton nom. Bon, est-ce que tu es préparé par rapport à ça? Ou tu penses qu'il suffit juste de vendre, faire le marketing, machin? Non, ça ne suffit pas, c'est très insuffisant. Donc ta résilience maintenant, c'est ta capacité à pouvoir résister à la pression qui ne va jamais s'arrêter. Parce que je suis souvent les entrepreneurs qui disent, bon, pour le moment c'est un peu difficile, mais quand la situation va s'améliorer, mon frère, ça ne va jamais s'améliorer. Ça ne s'est amélioré pour personne. Ce ne sera pas pour toi ou chez toi que ça va commencer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où tu gagnes plus d'argent, mais cet argent que tu gagnes plus là sera toujours associé à des chocs à la même hauteur ou parfois même supérieur à l'argent que tu gagnes. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, tu ne veux plus mourir. Parce que tu te dis, mais avec tout l'argent que j'ai ici, il meurt maintenant. Je ne vais pas en profiter. Donc quand tu vas faire la maison, tu fais un grand portail. Parce que tu ne veux pas qu'on t'agresse. Tu vas dépenser l'argent d'une maison pour faire le portail. Tu mets les caméras de sécurité. Tu as 2 chiens, un gardien. Rien que le budget de ta sécurité, là, ça peut nourrir une ville au Burkina Faso. Mais ce n'est pas terminé. Quand tu achètes ta voiture, il faut que tu te rassures qu'il y a 4 airbags. Quand on prépare la nourriture, tu as toujours peur. Est-ce que ce n'est pas empoisonné? Est-ce que, machin, tu vois, tu vis dans une psychose totale. Tu deviens parfois même paranoïaque. C'est une forme de prix à payer. Maintenant, quand tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que tu as arraché l'argent des gens. Oui, parce que l'argent que tu as gagné là, si c'est un marché public, il y a d'autres personnes aussi qui voulaient gagner le marché. C'est toi qui as gagné. Donc eux, ils ont perdu. Parce que c'est un jeu à somme nulle. C'est comme le football. Si toi tu es le Real, elle est le Barça, vous jouez. Si quelqu'un gagne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu. On ne peut pas gagner à deux, tu vois. La seule personne que lui, cela n'a aucune influence sur lui, c'est l'arbitre. Mais vous deux là, si toi tu gagnes, ça veut dire qu'elle a perdu. Si elle gagne, ça veut dire que toi tu as perdu. Perdu, ça veut dire que tu n'as plus la somme d'argent que tu avais avant. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir le même train de vie. Ça veut dire que tu ne peux plus gérer les mêmes types de charges. Ça veut dire que tu ne peux plus rembourser tes crédits à la même hauteur, et ainsi de suite. Et tu penses que tu ne vas pas te poser la question, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Quand vous regardez les documentaires des Français sur l'Afrique, lorsqu'ils parlaient des Chinois, ils disaient quoi? Est-ce que vous avez vu un documentaire d'un Français en Afrique où il félicite les Chinois de s'installer en Afrique? Vous avez vu? Si vous avez, vous m'en montrez le lien, je suis aussi. Est-ce que vous connaissez un documentaire français
qui est venu en Afrique, du moins les journalistes sont venus en Afrique, ils ont parlé peut-être de la Côte d'Ivoire, des Chinois en Côte d'Ivoire, et à la fin du documentaire, ils félicitaient que non, vraiment, les Chinois font un travail extraordinaire, il faut encourager les Chinois, il faut encore plus les financer pour qu'ils réussissent ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu ça? Bon, la question que vous devez vous poser, c'est la suivante. Pourquoi ils tirent sur les Chinois? Pourquoi? C'est parce que, en fait, à cause des Chinois, ils sont en train de gagner moins. C'est tout. Tu vois, les Chinois, eux, ils se disent que non, on va gagner des marchés. Gagner les marchés, là, veut dire que les autres vont gagner moins. Et quand les autres vont gagner moins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leurs médias et tirer sur vous. Ils vont jouer sur leur lobbying pour que vous ne puissiez plus continuer d'avancer. Mais pourquoi tu penses qu'à ton niveau, ce ne sera pas pareil? À ton niveau, ce sera pareil. Et à ton niveau, ce sera même plus grave parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui était le plus riche de la famille. Toi, maintenant, tu es très performant, tu deviens le plus riche. Tu vois que lui, il est content. Il va se dire, mais attends, le petit là, il veut nous montrer quoi? Donc, il veut nous montrer que c'est maintenant lui le plus puissant de la famille, au point où quand quelqu'un meurt, c'est à lui qu'on envoie d'abord le programme. C'est lui qui fait le programme. Quand je viens, on dit qu'on attend qu'il vienne pour que la réunion commence. C'est vraiment tes problèmes qui vont commencer. Tu es préparé à ça? Parce qu'il faut se préparer à ça, on n'improvise pas. Le problème des entrepreneurs, c'est le fait qu'ils se lancent sans se préparer. Ils se disent qu'il suffit de poser de bonnes actions et ça va. Non, ça ne suffit pas. Tu dois te préparer contre les attaques. Et les attaques seront de toutes les natures. Est-ce que tu es préparé contre les attaques émotionnelles? Est-ce que tu es préparé contre les attaques spirituelles? Est-ce que tu es préparé contre les attaques physiques? Tout ça nécessite une préparation en amont. Et ne pensez pas que vous allez juste faire de bons produits, avoir de bonnes stratégies et ça va aller. Non, on va vous détruire. Plus vous serez compétent et plus vous serez en danger. Parce que vous allez gêner trop de gens. Donc, vous devez juste comprendre que chaque entrepreneur, chaque être humain même, vit ce qui est à la hauteur de ses ambitions. C'est tout. Si tu as de grandes ambitions, tu vas faire face aux grandes attaques. Comme je dis toujours, plus tu montes et plus le vent sera fort. Le vent va souffler fort à chaque fois que tu montes. Si actuellement tu sautes ou alors si tu te places à l'étage de cet immeuble, tu vas te rendre compte que le vent souffle fort. Si tu vas sur un immeuble qui est plus haut, tu vas te rendre compte que le vent est encore plus fort. Quand tu es au sol, parfois tu ne ressens même pas le vent comme celui qui est au 5e niveau, au 10e niveau. Tu vois que plus tu montes et plus le vent souffle fort. Le vent ici signifie les challenges auxquels tu vas faire face, qui seront toujours plus forts, plus tu vas monter. Donc, tu ne peux pas monter au 10e niveau et tu passes ton temps à pleurer que le vent souffle trop fort. Descends alors. Tu vas rester en bas, il n'y aura plus de vent. Ou il y en aura très peu. Tu ne peux pas avoir de grandes ambitions. Tu te bats chaque jour pour atteindre ces ambitions. Tu travailles, tu étudies, tu fais de bons produits, tu proposes de bons services, tu te mets à jour, tu fais du networking, tu travailles ton relationnel. Tu réussis à faire de très belles choses. Et quand tu reçois le vent qui est proportionnel à ce que tu es en train de faire, tu te plains, tu pleures que les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas, que tu es fou. Tu ne sais pas que tu es en train d'arracher ce que les autres avaient. Il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas ça, tu seras un naïf. Et si tu es naïf, c'est clair qu'on va t'éliminer. C'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité dans le monde des affaires. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de la religion. La religion, c'est un peu comme cette pièce-ci, et la spiritualité, c'est tout l'immeuble. Donc la religion, c'est une forme de spiritualité. Mais ce n'est pas la seule. Du coup, les gens donnent l'impression que si tu n'es pas dans la religion, c'est que tu ne fais pas la spiritualité. Non, il y a d'autres pièces dans l'immeuble. Il y a d'autres formes de spiritualité. Et la particularité, c'est que quand tu décides de travailler sur ta spiritualité, il faut vraiment travailler à fond. Il ne faut pas travailler à moitié. Parce que ceux qui t'attaquent ne le font pas à moitié. Tu vois, ceux qui t'attaquent étudient minutieusement comment ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer de la manière la plus brutale pour que tu puisses disparaître. Et tu ne peux pas résister à ça en faisant ta spiritualité à moitié. Ça ne fonctionne pas. Donc si tu dis que tu es chrétien, il faut donc bien être chrétien. Ce n'est pas que tu es chrétien de temps en temps. Non, ça ne fonctionne pas. Si tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu as lu toute la Bible? Parce que Dieu ne peut pas te donner un livre, tu lis un peu. Comment Dieu te donne un livre? Il te dit que voilà ma parole, tu lis 2 pages sur 2000. Ça veut dire que tu manques de respect à Dieu et tu veux qu'il te protège comment? Il t'a déjà tout donné dans un livre, tu ne lis pas.
Quand tu reçois des attaques, tu peux encore chez lui pleurer alors qu'il t'a donné un livre où il a expliqué tout ce qu'il faut faire. Ça veut dire que tu te moques de Dieu. Et si tu te moques de Dieu, il va se dire que, mais attends, finalement, c'est toi qui n'es pas sérieux. Puisque je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Donc, quand tu décides de pratiquer une spiritualité, il faut la pratiquer à fond parce que c'est le meilleur moyen de te protéger. Maintenant, il y a beaucoup d'autres techniques pour pouvoir augmenter sa protection. Et ça dépend de la spiritualité dans laquelle on est. Peut-être on va en parler en détail demain. Donc, pour dire que quand je parle de résilience, moi, je ne considère pas ça réellement comme de la résilience. Je considère ça comme les étapes indispensables du parcours de toute personne qui a de grandes ambitions. Tu vois, ce qu'on va dire de moi, ça change pas souvent. Toi, tu es là, on ne se connaît pas. Tu viens dire que oh, tu es un bandit, tu es un voleur. Qu'est-ce que ça change sur ma vie? Rien du tout. Moi, je sais où je vais. Moi, je sais ce que je fais. Moi, je connais l'image que j'ai de moi-même. Moi, je connais la paix que j'ai à l'intérieur de moi. Toi, tu es où? Tu es qui dans tout ça? Rien du tout. Du moment où je sais que ce que je fais est aligné avec l'identité que j'ai et l'ambition que j'ai, tout ce qui se passe autour, j'en ai rien à foutre. Mais rien à foutre ne veut pas dire qu'on ne se protège pas. Attention. Parce que ne dis juste pas que tu t'en fous et puis tu baisses la garde. Si tu baisses la garde, on t'abat. Donc quand je dis qu'on s'en fout, ça veut dire que tu es préparé à pouvoir faire face à ce type d'adversité-là, soit en les évitant, soit en les ignorant, soit en te défendant. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai produit une vidéo dernièrement où je parlais des hommes. Et dans cette vidéo, je disais que, et là peut-être ça va un peu toucher les femmes qui sont dans la salle, mais j'en suis pas désolé. Les hommes, leur problème est très grave. Bon, tous les hommes qui sont pauvres n'ont pas ce problème. Donc si un homme qui est pauvre, ça ne le concerne pas ce que je vais dire. Si tu es un homme et que tu as un statut social moyen ou élevé, tu auras trop de problèmes dans ta vie à cause des femmes. Pour une raison qui est simple. C'est que je ne connais pas une femme qui est passionnée par les pousseurs. Je ne connais pas. Je ne connais pas une femme qui rêve de sortir avec un vendeur ambulant. J'étais à Adjamé tout à l'heure. Je ne vois aucune femme qui rêve de sortir avec un gars qui vend les t-shirts à 22h. Je ne connais pas. Toutes les femmes veulent sortir avec un monsieur qui a une belle voiture, qui a sa belle maison, qui est un cadre dans une entreprise, qui peut l'amener au restaurant, dans un glacier, qui peut financer ses projets. Toutes les femmes rêvent de sortir avec ce type d'homme. Sauf que ce type d'homme, c'est 1% des hommes. Puisque tous les hommes, la plupart de nous souffrent. Combien de vous avez les villas, vous avez les grosses voitures, vous avez un bon travail, vous touchez 5 millions par mois, nous sommes très peu. Il y a très peu d'hommes qui respectent ces critères-là. Ça veut dire que s'il y a 10 hommes et 10 femmes, les 10 femmes-là recherchent 2 hommes sur les 10. Parce qu'ils sont les seuls qui respectent les critères qu'elles recherchent. De temps en temps, elles vont aller chez les pauvres pour avoir des sensations fortes sexuelles. Parce que ceux qui ont aussi les moyens, là, parfois, ils ne travaillent pas leur sexualité, ils ne se forment pas sur le plan sexuel. Donc, du coup, parfois, il y a des lacunes à ce niveau. Mais pour elle, c'est un détail. Parce qu'elle peut aller chez le pauvre de temps en temps pour le faire avec ton argent et elle revient après. Bon, selon toi, quand vous êtes 2 et qu'il y a 10 filles qui veulent vous avoir, qu'est-ce qui va se passer? Et chacune des filles veut être monogame, bien commun. Toutes veulent être monogames, bien commun. Donc tu as 10 filles qui viennent t'attaquer. Elles n'attendent pas que tu les dragues, elles t'attaquent. Puisqu'elles savent que vous êtes peu nombreux. Et que du coup, la compétition est brutale. Donc si elle attaque, ce n'est pas la probabilité que tu viennes vers elle, dire que belle marquise, je vais t'épouser, trop faible. Donc elle va attaquer. Attaquer, ce n'est pas qu'elle va forcément te courtiser. Attaquer, c'est que voilà, elle va s'habiller d'une certaine façon pour attirer ton attention. Attaquer, c'est qu'elle va te regarder d'une certaine façon. Attaquer, c'est que si tu travailles dans un endroit, elle va se battre pour toujours être proche de là. Attaquer, c'est plusieurs choses différentes. Ce sont même des posts sur Internet, ce sont des statuts visés, ainsi de suite. On peut attaquer de plusieurs manières. Bon, si elle se rend compte que tu es déjà en couple, tu es déjà marié, tu vois qu'elle va faire quoi? Mon ami, tu vas boire beaucoup de remèdes dans ta vie. Parce que tu penses que le remède que le médecin t'a prescrit là, c'est le seul remède que tu bois. Non, tu bois beaucoup de remèdes. Il y a beaucoup de remèdes que tu bois sans savoir. Il y a le savon que tu utilises là, il y a les remèdes dessus, tu ne sais pas. Le thé que tu as bu le matin avant d'aller au travail, il y a les remèdes dessus, mais tu ne sais pas. Le drap sur lequel tu dors, il y a les remèdes dessus, mais tu ne sais pas. Dans ta maison, il y a les remèdes, mais tu ne sais pas.
Si tu te lèves un jour, tu fouilles toute ta maison, tu vas te rendre compte qu'il y a des remèdes partout. Dans ton sac, il y a des remèdes, tu ne sais pas. Parfois, même sur tes vêtements, il y a des remèdes, tu ne sais pas. Bon, après, je ne suis pas en train de stigmatiser les femmes. Il y a des femmes aussi qui font des choses extraordinaires. Et parfois, c'est le contraire. C'est-à-dire, parfois, c'est la femme qui a les moyens. Et l'homme se dit que, mais attends, on ne trouve pas ce genre de femme tout le temps. Il faut que j'utilise les remèdes. Je voyais un documentaire l'autre jour où on a attrapé un monsieur au cimetière qui partait prendre le fémur d'un mort pour fabriquer un remède avec. On l'a attrapé avec le fémur en main. Et on intervenait en visage caché. On lui disait que tu vas utiliser ça pour faire quoi? Il dit que c'est pour fabriquer les remèdes pour envoûter. Oui, c'est sur YouTube, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui raconte. Il est dans un cimetière. Bon, il va envoûter qui? Selon vous? Un pauvre. Est-ce que vous avez entendu qu'on a envoûté un pauvre? Moi, je ne connais pas un pauvre qu'on a envoûté. Sa pauvreté l'a déjà envoûté, donc on n'a pas besoin d'envoûter une deuxième fois. Il est déjà envoûté par la misère, donc pas besoin d'exagérer encore. C'est toi qui es un cadre dynamique là qu'on va envoûter. C'est toi qui es une femme charismatique, qui a un beau projet, qui gagne de l'argent, qui progresse dans la société. Les hommes vont t'attaquer. Tu penses que ça va se passer comment? Déjà que les femmes vont s'attaquer entre elles, les hommes vont s'attaquer entre eux, mais en même temps ils vont t'attaquer toi. Est-ce que tu es protégé par rapport à ça? Est-ce que tu es même conscient de cette menace? Parce que parfois tu n'es même pas conscient. Parfois tu te dis que non, tu es juste mignon, tu gagnes de l'argent, ça va, c'est tranquille. Mon ami, le tranquille que tu dis là, c'est au cimetière que ça va se terminer. Parce que tu auras tellement bu de remèdes que tes reins ne vont plus tenir. Donc tout ça, ce sont des menaces auxquelles font face. Parce que quand tu dis que tu es entrepreneur, ça veut dire que tu veux devenir riche. Je me dis, hein. La plupart des entrepreneurs, à un moment donné, ils veulent quand même gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on a une catégorie d'entrepreneurs qui le fait juste pour survivre, qui le fait juste parce que n'ayant pas trouvé un emploi décent pour pouvoir gagner de l'argent et le font juste par obligation. Mais les entrepreneurs, en général, sont des personnes qui ont de grandes ambitions, qui veulent réaliser des grandes choses, donc qui veulent gagner beaucoup d'argent. Donc ils sont en train de tendre vers les 1%. Donc ils vont être attaqués brutalement. Donc la résilience, c'est tout ça, c'est-à-dire c'est de faire face à toutes ces attaques de toute nature. Et si tu n'es pas préparé, vous êtes fatigué? Ah, ok. Mais il est quelle heure comme ça? Est-ce que quelqu'un est fatigué? C'est ça la résilience en fait, globalement. Hein, globalement. C'est être préparé à faire face à toute forme d'attaque. Si tu es préparé à ça, mon frère, je ne vois pas ce qui va t'arrêter, rien du tout. Donc maintenant, pour terminer avec la question sur pourquoi la Startup Academy en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsqu'on crée la Startup Academy au départ, on commence au Cameroun, bien que les activités en ligne sont très développées, parce que sachant que, étant donné qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir au Cameroun, ils pourront donc suivre nos contenus en ligne. C'est pour ça qu'on prenait toujours la peine de filmer tout ce qu'on faisait. Et on mettait sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, ainsi de suite. Donc, il y a donc des gens à l'extérieur du Cameroun qui commencent à être intéressés par ce qu'on fait, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Si je regarde par exemple nos statistiques aujourd'hui, plus de 40% de nos clients viennent de l'Afrique de l'Ouest, depuis plus de 10 ans. 40% de nos clients viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et qui dit Afrique de l'Ouest dit la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, ainsi de suite. Mais la Côte d'Ivoire en premier. Donc, lorsqu'on a analysé ces statistiques, on s'est dit, ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus proche de nos clients. Donc, il faut qu'on s'y installe. Et lorsque je suis arrivé ici la première fois, c'était en 2021, j'avais été invité par Yann Amon. Je me suis rendu compte que, waouh, ça c'est un pays qui est très intéressant. Et j'ai l'opportunité de découvrir Luku. C'est à cette même période que j'ai découvert aussi Sangaré et beaucoup d'autres qui étaient dans la Mahat Academy. Et je me dis, mais attends, pourquoi on hésite à s'étendre alors qu'il y a déjà des gens sur qui on peut s'appuyer, qui ont déjà fait un travail excellent? On peut s'appuyer sur eux. Parce que nous, on ne voulait pas s'étendre parce qu'on ne connaissait pas les gens. On avait des membres, certes, ici même depuis le Cameroun, mais on se disait, mais est-ce qu'on va se baser sur les membres là pour aller installer la Startup Academy là-bas? Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils pourront gérer, ainsi de suite? Donc, on avait des doutes par rapport à ça. Donc, quand on est venu et qu'on a découvert l'équipe de la Mahat Academy, on se dit, waouh, voilà des gens qui ont déjà fait pratiquement la même chose. On peut s'appuyer sur eux et on le fait tous ensemble. Donc, c'est ça qui nous motive à créer la Startup Academy ici. Donc, ça fait 3 ans déjà aujourd'hui. On a eu toutes les difficultés du monde, mais ça fait partie du processus.
Tu vois, si vous ne voyez pas ça comme une étape du processus, c'est que vous n'êtes pas en train de comprendre ce qui se passe. C'est le process normal. Personne ne va te faciliter la tâche. Il y a un très beau proverbe que j'ai suivi la semaine dernière qui disait: si tu es sur une route qui est dégagée, ça veut dire que ce n'est pas ta route, c'est la route de quelqu'un d'autre. C'est que si tu empruntes un chemin et tu te rends compte que sur ce chemin-là, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'herbe à défricher. Le chemin est propre, c'est nickel. Il y a l'autoroute, il y a l'éclairage, il y a les endroits où même tu peux boire un peu d'eau en route. Il y a des jus, des frigos posés là. Tu peux ouvrir le frigo, tu bois. Mais attends, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient déjà là avant, qui ont tracé cette voie et tu es en train de marcher sur leur route. C'est ce que ça veut dire. Et tu penses qu'ils vont te laisser? Soit ils vont t'imposer des taxes à payer, ou alors ils vont te dire que mais mon ami, tu fais quoi sur notre route? Va créer ta route à part. Et si tu dois créer ta route, ça veut dire que tu vas aller dans un endroit où il n'y a pas de route et tu vas prendre la machette si c'est tout ce que tu peux avoir, ou alors tu vas prendre des engins si tu as les moyens pour créer ta propre route. Et quand tu crées ta propre route, ça veut dire qu'il y aura des arbres qu'il faut couper, ça prend du temps, ce sont des embûches, ce sont des difficultés, il y aura des moustiques, ainsi de suite. Donc pour dire que le chemin que tu décides d'emprunter, si c'est réellement ta voie, tu vas faire face à beaucoup de challenges. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a aussi des cas de figure où ce n'est pas ta voie, tu fais face au challenge, mais ce n'est pas ta voie. Quand tu vas finir tous les challenges là, tu vas te rendre compte que ce n'est pas ta voie. Tu vas devoir trouver une autre voie en faisant face à quoi? D'autres challenges. C'est pour ça que je disais qu'il faut être aligné sur son identité. On revient à la première question qui était très pertinente, qui est la base de tout en fait. Tout projet que tu mènes doit être aligné sur ton identité. Comme ça, tous les challenges auxquels tu fais face, ce sont des challenges qui te permettent d'atteindre l'objectif qui correspond à tes aspirations profondes intérieures et qui vont donc te permettre d'avoir ce bonheur, cette joie de vivre, même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Startup Academy, le motif pour lequel on a décidé de s'installer ici. Maintenant, on a envie d'aller plus loin parce qu'entre-temps, on a développé des projets comme Joka par exemple, comme SM et tout. Et on se dit, voilà, maintenant, il faudrait qu'on puisse étendre nos activités sur le plan purement commercial. Tu vois, on a créé déjà la communauté, on a partagé les valeurs, on a déjà fait un certain nombre de choses. Maintenant, on vient avec l'approche commerciale. Ça veut dire une Joka, on voudrait que ce soit distribué dans tous les grands supermarchés de la Côte d'Ivoire. On voudrait créer de nouveaux produits ici, en Côte d'Ivoire, avec les matières premières qui sont locales. On voudrait pouvoir travailler avec des personnes qui sont ici, qui ont une expertise pointue en industrie, afin qu'ensemble, on mette sur pied une unité de production et continuer ce qu'on a déjà commencé au Cameroun. Comme on est en train de le faire, par exemple, au Burkina Faso aussi. Donc, c'est la nouvelle ambition qu'on a actuellement. Parce que tout projet, c'est un peu comme le processus de développement d'un enfant. Tu as la naissance, on est déjà né, avec quand même 10 ans. Il y a la croissance, on a déjà dépassé cette phase-là, on s'est étendu dans tellement de pays, on a fait tellement de choses. Maintenant, on est à la phase de maturité. Et dans cette phase de maturité-là, il faut qu'on vienne avec une approche qui est nouvelle, avec une approche qui permet de consolider les acquis et de passer à une étape encore plus importante. Et cette approche-là, c'est l'industrie, c'est le développement commercial, c'est le développement des marques, c'est le développement des produits. Et c'est ce qu'on a déjà commencé et qu'on va juste continuer de faire prospérer ici, ainsi que dans tout autre pays propice. Donc, s'il y a des personnes parmi vous intéressées par cette ambition, qui voudraient qu'on puisse travailler ensemble pour réaliser cet objectif, bah, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, on travaillera dessus ensemble. Est-ce que ce sera facile? Non. Parce que je ne veux pas qu'on me perde du temps. Donc, je ne veux pas quelqu'un qui va m'écrire, va me dire que bon, dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Non. On travaille pour minimum 10 ans. Il n'y a rien de pertinent qu'on peut faire dans un délai de temps plus court. Donc, on a fini nos premières 10 années. Maintenant, on attend la deuxième dizaine. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant aura des résultats dans 10 ans au moins. Donc, si vous voulez quelque chose qui donne de l'argent tout de suite, il y a les paris sportifs par exemple, parce qu'il y a les matchs à l'heure. Tu peux prendre ta maison, tu paries sur un match. Et puis, si tu as la chance, tu gagnes 2 maisons. Ou alors, tu deviens sans abri. Tu vois, c'est quelque chose de... C'est rapide. Ça ne perd pas de temps. Si ça fonctionne, bam, tu exploses une fois.
Si ça ne fonctionne pas, tu reviens au point de départ. Mais parfois moins que le point de départ même. Tu vois, nous on ne fait pas le jambo. Nous on ne fait pas... Tous ceux qui ont l'habitude de vous suivre sur les réseaux sociaux, on se rend compte que vous avez une culture générale, une connaissance très pointue sur plusieurs sujets. Entrepreneuriat, médecine, économie, spiritualité, religion, j'en passe et des meilleurs. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous faites pour avoir toutes ces connaissances diversifiées sur plusieurs sujets à la fois. Quel est le secret? Est-ce qu'il faut lire plusieurs livres? Est-ce qu'il faut interroger, faire plusieurs expériences? Quel est le secret? La deuxième question, c'est que j'ai l'ambition d'être, si vous n'êtes pas encore installé au Niger, d'être votre distributeur agréé au Niger. J'ai déjà payé mon Njoka, mon premier Njoka, finalement après tant d'années. Donc je voudrais savoir comment votre distributeur est agréé depuis un autre pays. Merci. Ok, je vais commencer par la première question sur les connaissances dans plusieurs sujets. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est mon parcours. Donc, moi, j'ai fait la fac de médecine. La particularité avec la médecine, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses variées. En médecine, tu vas apprendre l'anatomie, tu vas apprendre l'histologie, tu vas apprendre même le droit, tu vas apprendre la sociologie. Donc, en médecine, déjà, particulièrement, on apprend beaucoup de disciplines différentes. Et moi, j'ai fait la fac de médecine où pour passer, il fallait avoir 12 minimum. 12, c'était comme 10. Donc, si tu as 11 de moyenne, tu as échoué. Donc, du coup, ça faisait en sorte que tu devais lire tout, sans compter les cours en anglais, ainsi de suite. Donc, il y a d'abord la médecine qui m'a prédisposé à apprendre beaucoup de choses à la fois. La deuxième chose, c'est que quand je finis la fac de médecine, je travaille un peu dans les hôpitaux. Après, je me lance en entrepreneuriat. À l'entrepreneuriat, j'ai appris de manière autodidacte. Donc, je me disais, ok, si tu connais le marketing, tu connais vendre, ça va. Moi, c'est ce que je pensais au début. Mais si tu sais faire le marketing, tu sais vendre, c'est bon. Ça va te faire gagner de l'argent. Puisque tout le monde parle de l'argent. Quand on dit entrepreneuriat, les gens voient juste l'argent. Donc, on se dit, si tu sais gagner de l'argent, ça va. C'est quand je commence à gagner de l'argent que je me rends compte que, mais attends, même gérer l'argent n'est pas facile. Hein. Tu te rends compte que tu dois apprendre à gérer de l'argent. Tu te rends compte que quand tu gagnes de l'argent d'une certaine façon, si tu le fais pendant longtemps, cette façon-là ne fonctionne plus. Tu vas commencer à stagner. Il va falloir que tu fasses autre chose pour gagner encore plus. Parfois, il faut innover. Donc, il faut que tu saches comment on innove. Il faut que tu développes ta créativité. Donc, c'est comme ça que chaque fois que je faisais face à des challenges, j'étais obligé de développer mes performances dans d'autres disciplines entrepreneuriales pour pouvoir résister. Parce que je n'avais pas les moyens de dire que je vais recruter des experts dans tous les domaines pour m'épargner de le faire moi-même. Et même si tu recrutes des experts, tu dois être capable de leur dire quoi faire. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, si je veux créer une marque, comme par exemple Njoka, quand je décide qu'on va peut-être créer le logo de Njoka, qu'est-ce que je fais? Je contacte le graphiste et je lui dis ce qu'il doit faire. Ce n'est pas le graphiste qui me dit comment il va créer le logo, non. Quand je contacte le graphiste, je lui dis, je veux que tu me crées un logo, voilà comment le logo doit être, voilà les couleurs qu'on doit utiliser, voilà l'idéologie de la marque, voilà la vision, voilà. Lui, avec son talent maintenant, parce que moi, je n'ai pas son talent, mais je sais ce que lui doit faire. En fait, je sais quel est le résultat qu'on doit avoir, mais je ne peux pas le faire moi-même. Parce que si je le fais, je n'aurai pas le même rendu que lui qui est plus excellent que moi. Mais on interagit facilement parce que je sais quel est le résultat final. Et je décris le résultat. Mais si tu ne connais rien en graphisme, tu vas décrire le résultat comment? Tu ne sauras pas. Tu vas seulement contacter quelqu'un. Tu dis, fais-moi le logo de ma marque. Il fait. Tu regardes. Ah, c'est beau, hein, c'est bon. Allons-y. Non. Est-ce que ta marque a une vision, a une idéologie, a une ambition? Tout ça. Tu ne vas pas changer le logo tout le temps. Ça, c'est juste un détail. Moi, il m'a fallu apprendre le graphisme. Il m'a fallu apprendre la musique. Moi, j'ai fait la musique pendant tellement d'années parce que quand on parle d'une marque, on parle aussi d'identité sonore de la marque. Il faut aussi que ta marque, aujourd'hui, il y a des sons, quand tu écoutes, tu sais que c'est Orange. Quand tu écoutes, tu sais que c'est MTN. Quand tu écoutes, tu sais que c'est telle entreprise. C'est ce qu'on appelle l'identité sonore. Et moi, je voulais que nos marques aient aussi ça. C'est pour ça que vous allez voir Njoka. Il y a tout un album de chansons de Njoka qui a 7 titres. C'est-à-dire que des musiques où on a pris un artiste, on allait en studio, on a enregistré les chansons juste pour la marque. SM, pareil. On a même fait un clip avec Ténor. Donc, c'est pour dire qu'il faut que tu connaisses ça avant maintenant de pouvoir implémenter ça au niveau de ton entreprise, au niveau de ton projet. Tu vois? Donc, moi, j'ai été confronté à ça et forcément, il faut que tu lises beaucoup. Deuxième chose, il faut que tu expérimentes beaucoup. Et maintenant, ce qui a alors été le déterminant majeur, c'est le fait d'avoir la Startup Academy. Parce que, ayant la Startup Academy, dispensant des conférences chaque semaine,
rencontrant des milliers de personnes chaque mois, des milliers de personnes qui ont des compétences dans tellement de domaines diversifiés, ça m'a fait apprendre énormément en très peu de temps. Parce que ça fait que presque tout le temps, je rencontre un comptable, je rencontre un avocat, je rencontre un expert dans peut-être l'industrie agroalimentaire, je rencontre un expert dans tel autre domaine. Et je les rencontre tout le temps, on discute tout le temps. Ah, forcément, à un moment donné, tu apprends. Même si tu ne veux pas, tu apprends. Si tu restes avec un avocat tous les jours, vous causez chaque jour pendant 2 ans, tu vas avoir des notions en droit. Tu vois? Parce qu'il va tellement te parler de choses qu'à un moment donné, tu vas dire, quand on parle de ça, ça signifie ça. Quand on parle de ça, ça signifie ça. À un moment donné, tu vas savoir. Et moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Tu vois, avec combien de membres? Tellement de membres. On est revenu aux choses. Donc, c'est pour dire que tout ça m'a forgé et m'a permis de vraiment apprendre tellement de choses. Et le problème quand tu apprends beaucoup de choses, c'est que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne connais pas assez. Et ça t'énerve. Ça, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est tous ceux qui lisent beaucoup savent ça. Quand tu prends un livre, tu finis de lire. À la fin du livre, celui qui a écrit le livre qui t'a inspiré, là, il te dit que lui-même il s'est inspiré de 7 livres. Il liste les livres là. Tu dis que mais attends, donc c'est pas fini. Donc ce que j'ai lu, il y a encore l'autre. Donc celui qui a écrit ça, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui encore. Tu dis bon, je vais aller lire les références. Tu lis les références, à la fin de la référence, tu lis encore 11 autres références. Donc celui qui a écrit la référence là, il te dit que lui-même il s'est inspiré de 11 autres personnes. Et à force de faire ça, à un moment, tu te dis que mais attends, ça va s'arrêter quand? Parce que là, je suis seulement sur la communication. Si on part sur le marketing, c'est pareil. Si on part sur la vente, c'est pareil. Si on part sur l'industrie, alors c'est fou. Tu comprends au fur et à mesure qu'en fait, tu ne connais pas assez. Et du coup, forcément, tu es obligé d'être dans une posture où tout le temps, tu dois apprendre. Tout le temps, tu dois apprendre. Tout le temps, tu dois apprendre. Parce que tu ne sauras jamais assez. C'est pour ça que j'aime toujours dire, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc quand je discute avec quelqu'un, je veux toujours apprendre de lui, parce que je sais qu'il a des choses qu'il connaît, que je ne connais pas. Et le problème qu'on a dans notre continent, c'est que les gens ne partagent pas assez ce qu'ils connaissent. Et c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a. Ça veut dire que dans la salle, s'il y a des gens qui connaissent des choses, qui peuvent même changer ce pays, mais ils ne parlent pas. Ils restent calmes, ils ne disent rien. Parfois, ils n'ont pas confiance en eux. Ils se disent que ce que je sais, ça va même servir à quoi. Donc du coup, ils gardent ça pour eux, ils meurent avec ça, alors qu'en fait, depuis 60 ans, c'est même seulement ça qu'on attend. Tu vois? Sauf que les gens ne partagent pas assez. Les gens ne partagent pas assez, pourquoi? Parce qu'il y a des proverbes qui m'énervent, dont on fait la promotion tout le temps. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Moi, je n'aime pas ces gens de proverbes. Tu vois? Ce proverbe m'énerve énormément, parce que l'une des raisons du retard de l'Afrique, c'est à cause des proverbes bidons comme celui-là. Tu vois, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça veut dire que tous ceux qui sont intelligents, ils vivent cachés, ils ne disent rien. Ils ne parlent à personne. Ils n'expliquent rien à personne. Tout ce qu'ils connaissent, ils gardent pour eux. Tu vois, parce qu'ils se disent que non, j'ai envie de vivre heureux. Donc, je dois vivre caché. C'est arrivé au point où on te dit que même les projets, il ne faut pas en parler. Cache, réalise tes choses dans le silence. Les résultats vont parler. Qu'est-ce que ces gens racontent même comme ça? C'est trop bête, mon frère. C'est trop bête. Quand tu ouvres National Geographic, qu'est-ce que tu vois? Mon frère, à longueur de journée, tu vois les reportages, tu vois les documentaires, on te parle des animaux, on te montre comment on a suivi un animal pendant 5 ans. Ça veut dire qu'on a mis une caméra sur un animal, on le suit pendant 5 ans parce qu'on veut comprendre en détail, de manière approfondie, comment il fonctionne et comment il peut nous être utile. Et tout ça, on fait un documentaire, on met ça sur une chaîne, ça passe tous les jours. Si tu es intéressé par ça, tu peux aller suivre, tu te lances aussi dans ça. Chez nous, si ce n'était que nous, c'est qu'on ne connaît rien. Si ce n'était que nous, même les ponts, on ne peut pas faire. Parce que celui qui sait faire les ponts, comme il veut vivre caché et heureux, tu vois, la connaissance qu'il a pour faire les ponts, il devait garder ça pour lui, de faire les ponts dans son cerveau. Tu vois, et on devait toujours avoir les pirogues pour traverser l'eau. Même la pirogue, à un moment donné, on ne devait plus être capable de faire. Parce que ceux qui savent faire la pirogue, ils devaient dire que non. Il faut qu'ils cachent ça. Il ne faut pas que les gens sachent comment on fait la pirogue. C'est ça qui nous freine en fait. Ça nous freine énormément. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de connaissances qu'on doit cacher. Il y a des connaissances qu'on doit cacher, mais nous, on cache tout. On cache tout comme si tout était un secret. Au point où tu vois quelqu'un qui fait le savon, il cache la formule du savon. Je suis d'accord qu'il y a des savons qui ont des spécificités, tu as ta touche que tu peux apporter, mais il y a quand même une base qui peut sauver la vie de quelqu'un qui n'a rien à faire, qui pouvait savoir ça, il fabrique son savon, il vend. Tu vois? C'est pour ça que nous, on a décidé de gâter le game. Nous, on a décidé de démocratiser la connaissance. Tout. Même ce qu'on ne dit jamais. Nous, on dit. En tout cas, moi, je dis.
Tu vois, et ça choque, ça énerve. Quand je parle par exemple de spiritualité, il y a des choses que je dis que vraiment, il y a certaines personnes qui doivent d'abord atteindre un certain niveau avant de comprendre ce que je veux dire. Peut-être il y a certains qui vont comprendre ça dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que tant que tu n'as pas été confronté à ça, tu ne peux pas comprendre. Moi, avant qu'on me parlait des sectes, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement, vous devez être préparé avant. Parce que parfois, vous entrez dans les sectes sans savoir. Oui. Il y a beaucoup ici que vous êtes dans les sectes que vous ne savez même pas. Parce qu'on n'est pas assez préparé. On n'est pas assez préparé. Et personne ne nous aide à nous préparer puisque personne ne parle. Tout le monde reste calme. Tout le monde est discret. Les gens pratiquent des choses, ça marche, ils cachent. Toi, tu es en train de vouloir te lancer dans l'élevage aujourd'hui. Ceux qui ont fait l'élevage, qui ont 100 000 têtes, personne ne parle. Pour te dire que mon frère, quand on est à 100 là, voilà les erreurs à éviter. Quand on est à ceci, voilà les trucs à éviter. Ils veulent garder tout pour eux. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Est-ce que moi, je peux faire tous les domaines d'activité? Non. Bon, pourquoi je vais alors garder ce que je sais pour moi? Alors que je ne peux pas faire tout. J'ai des projets dans la tête que je sais que certainement je ne vais jamais les réaliser. Autant mieux j'en parle. Peut-être il y a quelqu'un qui a des prédispositions pour le faire. Peut-être cette idée-là va l'aider à le faire. Lui qui est plus habilité que moi. Pourquoi on va cacher tout? Tu vois, donc moi, c'est ce qui m'a aidé aussi, le fait de partager mes connaissances. Ça m'a aidé énormément parce que voilà, quand tu produis des contenus tout le temps et que tes contenus, il y a des milliers de personnes qui réagissent. Moi, je lis tous les commentaires, tout, sans exception. De toutes les publications, je lis tous les commentaires. Parce que des commentaires, j'apprends aussi. Tu vois, il y a des contenus que tu produis en commentaire, quelqu'un te donne un avis qui est plus pertinent que ce que tu as dit et ça te fait apprendre. La prochaine fois, quand tu vas parler du même sujet, tu vas être plus affûté parce que tu vas prendre en compte les commentaires que tu avais suivis. Donc, le fait de partager tes connaissances, non seulement ça te permet de consolider ce que tu sais déjà, donc ça te permet de mieux mémoriser, c'est ce qu'on appelle la consolidation consciente par la répétition. Et surtout, ça te permet de découvrir d'autres connaissances parce que quand tu partages, les autres partagent aussi. Tu vois, quand ils partagent, ça te fait apprendre. Quand tu ne partages rien, tu ne reçois aussi rien. Et puisque personne ne va rien. Si tu ne dis rien, si tu ne lui dis rien, lui aussi ne va rien dire. Sauf si lui peut-être bavarde trop, il va venir te parler. Tu vois. Et même s'il bavarde trop, le fait que toi tu es dans un mindset où tu ne dis rien, il va bavarder, mais toi tu ne vas rien dire. Tu vois, et ça fait en sorte qu'on ne progresse pas. Alors que moi, quand je parle, la vidéo, si je vais poster en ligne, les gens vont venir réagir, je vais lire. Et quand je vais lire, je vais apprendre. Peut-être parce que celui qui va commenter là, c'est quelqu'un qui est en train de pratiquer ce que je dis peut-être depuis 20 ans. Donc il a d'autres choses qu'il connaît que moi je ne connais pas. Et il va venir avec un faux profil là, il va le laisser ça en passant comme ça. Mais en fait, ce qu'il vient de laisser là va me faire apprendre plus. Donc plus tu partages et plus tu vas apprendre beaucoup de choses. Et il ne faut pas avoir peur d'oser plusieurs domaines. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Parce que parfois on a peur d'être ridicule. On a peur qu'on se moque de nous. Moi j'ai traversé ça. Si tu te moques de moi, ça fait quoi? Moi je suis en train d'apprendre. On connaît tous cet étudiant-là qui est en classe, quand l'enseignant finit d'expliquer quelque chose au tableau et personne n'a compris. Tout le monde a envie qu'un étudiant lève la main pour dire qu'il n'a pas compris. Parce que toi-même, tu ne veux pas lever la main, puisque tu ne veux pas qu'on ait l'impression que tu es bête. Donc tu ne lèves pas la main, alors que tu n'as rien compris. C'est là où quand tu te tournes, tu vois donc qu'il y a un étudiant qui a levé la main, tu dis hey, j'espère qu'il va poser ma question. Dès qu'il lève la main, l'enseignant lui dit oui monsieur. Il dit vraiment, monsieur l'enseignant, moi, il n'a rien compris depuis le début. Et dans ton cœur, tu dis, yes, merci. Il n'a rien expliqué, yes. Parce que tu n'as pas le courage de le dire toi-même. Si personne n'avait levé la main, qu'est-ce qui devait se passer? Ah, tu devais rentrer sans comprendre. Parce que tu as peur de paraître ridicule. En fait, c'est cette peur de paraître ridicule-là qui t'empêche d'être excellent. C'est ça qui t'empêche. Parce que quand tu vas paraître ridicule, l'enseignant, il va dire ce qu'il va dire là, mais il va réexpliquer. Et tu vas mieux comprendre parce qu'il sera obligé d'expliquer d'une autre façon. Parce que tu vas lui dire que non, ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Non, il faut que tu expliques d'une autre façon. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime raconter les histoires parce que ça permet de comprendre de manière ludique et de façon plus simple. Donc, quand je vais parler de quelque chose, je vais raconter une histoire et dans l'histoire, je vais sortir la leçon. Même si tu n'as pas compris ce que je vais dire, tu vas retenir l'histoire. Et dans l'histoire, un jour, tu vas voir que en fait, l'histoire, c'était pour exprimer ça. C'est pour ça que même dans la Bible, on raconte les histoires. Parce que si tu dois lire 2000 pages sans histoire, imagine-toi que la Bible c'était juste les formules mathématiques que personne ne lit. Imagine-toi que tu ouvres Genèse, il y a un triangle.
On met les parties. Adam, Ève. On commence à calculer les courbes. C'est que personne ne lit la Bible, personne. Alors que la Bible est mathématique. Mais sauf que ce sont les mathématiques racontées sous forme de récits. Alors, pour devenir distributeur de Njoka, oui, c'est possible. On peut en parler peut-être sur WhatsApp. Je vais te donner les détails de comment ça se passe. Tout le monde peut distribuer Njoka. Mais maintenant, moi, ce que je recommande, c'est qu'on le fasse en groupe. Oui, parce que si vous le faites seul, si vous avez beaucoup de moyens, ça va. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, ça va être lourd. Pour plusieurs raisons. Je prends un exemple. Si quelqu'un me contacte, il dit qu'il veut distribuer Njoka, je lui demande combien de paquets, il dit 1000. Ce ne sera pas intéressant pour lui. Surtout s'il n'est pas au Cameroun. Parce que si tu es au Cameroun, ça va. On produit à l'usine 1000, on vient te livrer, tu vends directement. En termes de logistique, ça ne coûte presque rien du tout. Le paquet, tu vas gagner pratiquement 500 francs par paquet. Parfois sur certains paquets, 700 francs. C'est parfait. Et maintenant, si tu es au Niger et tu commandes 1000, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va produire tes 1000. Tu vas payer le transport des 1000 combien? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos ports sont contrôlés par les étrangers, du moins la plupart. Donc, ce qui fait que faire en sorte qu'un produit quitte de la Chine pour le Cameroun coûte moins cher qu'un produit qui quitte du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Oui, ça coûte moins cher, de très loin même. Est-ce que tu te rends compte que parfois on peut faire les chips au Cameroun, peut-être 1000 paquets, et pour envoyer au Burkina Faso, il faut 600 000. Oui. On te dit qu'il faut 600 000, mais qu'il faut 500 000. Pardon? Pardon? Pourquoi envoyer un truc par exemple de Cameroun à Côte d'Ivoire reviendra beaucoup plus que celui qu'on... Mais c'est une politique, non? C'est une politique économique qui a pour objectif d'empêcher que les Africains ne puissent faire du commerce entre eux. C'est tout. Parce que si c'était moins cher, ça veut dire que moi au Cameroun, je devais pouvoir facilement vendre ma marchandise au Niger, vendre au Bénin, vendre au Congo. Je devais pouvoir m'enrichir plus facilement. Tu vois? Alors que quand je veux importer de la Chine, c'est moins cher. Ça va même plus loin. Au Cameroun, par exemple, on a les APE, les apports de partenariat économique, qui font que certains produits, tu ne payes pas la douane. Donc, du coup, si on me dit que pour importer un produit de la France, je ne paye pas la douane, alors que pour importer un produit de la Côte d'Ivoire, je vais payer la douane, je vais choisir d'importer où? Tu vois, je vais seulement toujours importer de la France. Alors que j'aurais pu faire tourner l'économie africaine si c'était la même chose. Pareil pour les visas. Qu'est-ce qui explique que pour venir ici, on a payé le visa? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'un Ivoirien pour venir au Cameroun, il a payé le visa? Pourquoi? Bon, laissons même le Cameroun, on va dire que c'est l'Afrique centrale. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, c'était quand même déjà plutôt pas mal avant, parce qu'en Afrique centrale, c'est encore pire. Mais bon, maintenant qu'il y a l'AES, il y a beaucoup d'autres mouvements qui sont en train de se développer. Il y a le Maroc, même avec la Côte d'Ivoire, où maintenant, peut-être bientôt, sera le visa dès septembre et tout. C'est compliqué. Parce que quelqu'un qui est en France, pas en Italie dans le bus, pas de visa, rien. Ça veut dire qu'il peut fabriquer un produit en France et vendre dans toute l'Union européenne facilement, sans pratiquement rien payer. Est-ce que tu ne penses pas qu'en termes d'impact économique, c'est plus fort? Tu vois, c'est ça le problème. Donc du coup, au lieu de commander 1000 paquets, 2000 paquets, 3000 paquets, après avoir des problèmes de logistique qui vont coûter trop cher, et ça va faire que tu vends le produit cher, tu vends le produit cher à des gens qui sont pauvres, qui vont te dire tous les jours que c'est cher, après tu vas commencer à devenir nerveux tout le temps, tu vas commencer à venir sur internet et fâcher que oh, les gens disent que les produits sont chers, ils ne soutiennent pas la production. Non, ce n'est pas ça le problème. Tu vois. D'autres vont dire que mais pourquoi on ne vient pas mettre l'unité de production au Niger? Je suis d'accord, mais il faut d'abord qu'on sache l'approvisionnement de la matière première. Est-ce qu'on l'aura? Est-ce qu'au Niger on produit en quantité suffisante le style de plantain qu'on utilise? Est-ce qu'on a déjà des fournisseurs clés avec lesquels on va travailler qui pourront nous fournir cette matière première de manière continue en quantité suffisante? Est-ce qu'on a une équipe sur place qui est formée, notamment la main-d'œuvre qui sera capable de travailler à l'usine? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour implanter l'unité de production sur place? Parce que quand on dit unité de production, c'est une entreprise. Et on va créer l'entreprise, on va prendre des locaux où les construire, on va acheter l'outil de production, notamment les machines, on va former les équipes, on va mobiliser des équipes permanentes sur place pour produire afin de pouvoir distribuer. C'est pas évident. Tu vois, ça nécessite beaucoup plus d'investissement. Donc du coup, ça fait en sorte que, sauf si vraiment on a déjà atteint une taille très importante qui fait en sorte que quand on analyse la structure des coûts, on se rend compte que c'est installé sur place
sera plus avantageux. Mais en dehors de ça, ça devient difficile. Donc du coup, l'idéal c'est quoi? C'est que vous décidez de vous mettre ensemble si seul vous n'avez pas assez de moyens pour dire ok, on va commander 20 000 paquets. On va commander 30 000 paquets. L'avantage c'est quoi? C'est que si tu dis que tu commandes 20 000 paquets, 1, l'unité des paquets va devenir vraiment moins chère. 2, le coût de production sera extrêmement faible parce que tu en train de prendre des quantités très importantes. 3, on pourra dire qu'on met ça dans un conteneur qui prend la mer. Les coûts de logistique seront plus faibles. Et tu vas donc recevoir des produits qui ont des coûts extrêmement faibles et tu pourras te faire des marges bien plus grandes. Mais si tu veux le faire seul, ça va coûter trop cher et tu ne pourras pas t'en sortir. Surtout que quand tu vas commander 1000, peut-être ça va mettre un mois pour venir parce que tu n'es pas le seul. Parce que non, ne produit pas pour stocker. Donc, quand on produit, c'est déjà vendu. Donc quand tu vas commander 1000, on va peut-être te livrer dans un mois. Tu vois, si on te livre dans un mois, tu vas vendre facilement parce qu'on va t'accompagner en marketing puisque c'est gratuit. On va communiquer, tu auras tout vendu. Tu auras gagné de l'argent, tu seras content, mais tu devras attendre encore un mois pour avoir encore les produits. Ça veut dire que tu vas vendre 6 mois sur 12. Donc sur une année, tu vas vendre un jour sur 2 maximum. Ce qui n'est pas pertinent, ça va t'énerver. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a un gros manque à gagner sur 6 mois où tu ne vends pas. Alors que si tu avais une quantité très importante, tu peux dire que cette quantité-ci peut tenir peut-être sur 6 mois. Et quand tu atteins déjà un stock critique, ça veut dire que si tu avais commandé 20 000 et tu te rends compte qu'on est déjà à 7 000, on peut passer une autre commande directement. On passe une autre commande quand il y a encore 7 000. Ce qui fait que comme on sait que ça va faire 2 ou 3 mois avant d'arriver, le temps que ce stock finit, le nouveau stock vient et là on n'a jamais de rupture. Tu vois. Donc ça c'est ça. Mais maintenant si c'est juste pour tester, c'est pas un souci. Alors, si c'est juste pour tester, tu peux le faire même à moins de 1000. Il y a des gens qui commandent 200, des gens qui commandent 300, 500, ainsi de suite. Parce que tu veux juste voir si ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Je dis ça parce que moi je vends ça au quotidien, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce qu'on a pris le temps de suffisamment analyser le marché avant de le faire. Et on a joué sur des déterminants particuliers comme le packaging. Tu vois, maintenant on est en train de décliner ça en d'autres conditionnements. Il y aura le conditionnement de 100 francs, le conditionnement de 500. Il y en aura plusieurs autres qui sont en train de venir. Certainement dès le mois prochain. Oui, pour pouvoir toucher à d'autres cibles aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bien sûr, merci beaucoup. Oui, une question. Prends un exemple. Nous, chez SM, on fait des chaussures en peau naturelle. Je ne sais pas si mon sac est à l'intérieur. Intégralement. Donc, ça, c'est un sac en peau naturelle. Et il coûte 100 000 francs. Ce sac-ci. La question que j'avais te poser, c'est est-ce que c'est facile à vendre? Ça va juste dépendre de la clientèle, de la cible. Voilà, c'est la même chose. Ça veut dire que même tes services, ça va dépendre de la clientèle de la cible. Je crois que c'est la même chose. Est-ce que quand on fait une comparaison, après analyse sur 10 ans, vous vendez plus le produit, les services ou bien? Ça dépend. Ça dépend du produit, ça dépend du service. Je vais prendre un exemple. Joka, par exemple, c'est facile à vendre. C'est clair. SM, il y a des articles qui sont plus difficiles à vendre que certains services. Il y a des services qui sont faciles à vendre. De l'expérience que j'ai, il y a des services qu'on vend extrêmement facilement. Il y a d'autres qui sont plus compliqués. Donc, je veux dire, ce n'est pas une question linéaire où je peux dire que les services sont plus difficiles à vendre que les produits. Non. Il y a des services qui sont faciles à vendre. Pire encore, lorsque tu as déterminé la bonne cible et que tu sais déjà le process de vente de ton produit ou de ton service. C'est plus simple. Donc, moi, aujourd'hui, quand je veux vendre un service, je sais déjà exactement comment procéder. Je sais le type de communication à faire. Je connais le type de levier émotionnel à utiliser. Je connais le type de cible à toucher. Je connais comment je dois constituer le service pour que ce soit plus attrayant et plus persuasif. Tu vois, il y a tous ces ensembles d'éléments-là qui vont faire en sorte que le service soit plus facile à vendre. Pour le produit, c'est pareil. C'est clair que si tu vends les chips, bon, peut-être comme le prix est assez faible, il suffit que tu détermines la bonne cible, peut-être tu vas pouvoir vendre. Mais si tu dois vendre maintenant 10 000 paquets de chips, 50 000 paquets de chips, la complexité sera aussi pareille. Parce que pour vendre maintenant 10 000 paquets de chips, ce ne sera plus de vendre un. Tu dois trouver quelqu'un qui est capable d'acheter 5 000, d'acheter 3 000. Et tu vois que là, ça devient un montant important qu'il doit débourser. Et tu dois jouer pratiquement sur les mêmes déterminants que lorsqu'on vend les services. C'est-à-dire la confiance, la fiabilité, la crédibilité, ainsi de suite.
Tu vois. Et parfois, le service aussi, tu as les difficultés à le vendre parce que tu n'es pas la bonne personne pour vendre ces services. Tu vois. Si tu n'as pas qualité pour vendre un service, ce sera un peu compliqué. Alors, si tu vends un service médical, mais tu es menuisier, voilà. Les gens auront toute tendance à se dire peut-être c'est pertinent, mais c'est un menuisier. C'est comme si tu pars chez ton menuisier, on a un ébéniste, c'est un ébéniste. Tu peux voir l'ébéniste là, il est en train de raboter son bois d'ébène pour faire une très belle table. Et puis il te dit que mais depuis que tu es arrivé là, je me rends compte que tu tousses. Prends tel médicament, 2 par jour. Tu vois, je t'ai dit de raboter le bois, ne me parle pas des médicaments. Pourquoi tu parlais des médicaments? C'est parce qu'il n'a pas qualité, alors que peut-être ce qu'il dit c'est réel. Tu vois, parfois on ne se donne pas la qualité qu'il faut pour facilement vendre certains services. D'accord. J'ai bien envie de poser une question. Ok. Moi, je fais des formations en art oratoire. Donc, c'est plus le service de développement personnel, acquérir des compétences bien plus. Est-ce que, vu votre dextérité dans la vente des services, des produits, si on veut contextualiser, on veut prendre l'exemple de la formation en art oratoire, est-ce qu'il me faudra un entretien particulier avec vous pour pouvoir déceler les rouages qu'il me faut pour pouvoir mieux vendre mes services? Ou bien là, on peut prendre un exemple sur le coup et donner quelques thématiques, sinon quelques éléments qu'il me faut pour pouvoir mieux vendre mes services de façon bien plus précise. Qu'est-ce qui empêche que tu vendes actuellement? C'est quoi le problème? C'est la cible que je n'ai pas encore trouvée de façon bien pointueuse, je dirais. Parce que pour moi, si la cible est bien ficelée... Qu'est-ce qui t'empêche de trouver la cible? Tu es un intellectuel, tu as YouTube, tu as tout, qu'est-ce qui te bloque? Tu as même les IA. Tu peux taper dans l'IA, les formes en art oratoire. Donne-moi la cible. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui empêche? Je pense que tout ça a été fait. Et je communique tant bien que mal sur ma cible pour pouvoir l'atteindre, mais elle est difficilement atteignable. Parce que ton service ne résout le problème de personne. Moi, je pense que tout le monde a le... Tu penses, c'est pour ça que ça marche. J'y crois. Et je suis personnellement convaincu que tout le monde a obligation de savoir parler en public. Non, tout le monde n'a pas l'obligation. Le pousseur n'a pas l'obligation. Le menuisier n'a pas l'obligation. Il y a beaucoup de métiers qui n'en ont pas besoin. Le graphiste, il fait quoi avec la parole en public? Ça en fout. Le programmeur, il parle en public pour faire quoi? À qui? Il programme. Il a sans besoin de savoir parler aussi pour pas communiquer. Non, ce n'est même pas lui qui vend. Il est tellement fort que les gens partent chercher les marchands, lui donnent, il fait seulement. C'est pour dire que ne pense pas que c'est indispensable pour tout le monde. Non, ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Maintenant, le problème aussi qu'on a parfois, c'est le fait qu'on fait des projets, mais on n'analyse pas assez. Je prends un exemple. C'est là où l'école est importante. L'école reste importante. On va dire ce qu'on va dire, mais il faut l'école. Est-ce que tu as fait une analyse SWOT de ton projet? C'est quoi les menaces? Les menaces, c'est la concurrence. Non, c'est vague ça. La concurrence, ça veut dire quoi? Tous les projets, il y a la concurrence. Ce n'est pas spécifique à ton projet. Toi, tu es spécifique dans un domaine. Tu fais dans l'art oratoire, des formations en art oratoire. Quelles sont les menaces qui peuvent attaquer ton business et faire en sorte qu'un jour tes formations n'intéressent plus personne, même la cible, ça n'intéresse plus? Bon, je te prends un exemple pour que tu comprennes ce que je vais entendre parler par là. Supposons que tu es un professionnel de la voix off. Ton métier, c'est de faire les spots, peut-être audio, pour les entreprises. Un jour, on te dit qu'il y a un logiciel qui permet de pouvoir écrire un texte et on clique, ça sort la même voix que tu faisais souvent, mieux que la tienne. Et le logiciel là, c'est d'abord 1 mois gratuit. Ça veut dire que tous ceux qui veulent utiliser ça, ils utilisent pendant 1 mois, ils ne payent pas. Et après les 1 mois là, on leur dit que tu payes $10 par mois. Ça veut dire moins de 10 000. Et ils peuvent générer le nombre de voix off qu'ils veulent, à illimité. Bon, pourquoi on va venir payer maintenant chez toi pour faire la voix off? Alors qu'il y a ça. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une menace. Ce n'est pas la concurrence, c'est une menace. C'est très précis par rapport à ce que tu fais. Tu vois, c'est la même chose que tu dois faire chez toi. Tu dois essayer de voir quelles sont les menaces par rapport à mon projet. Est-ce que ces menaces-là ne sont pas déjà à un niveau tellement important au point où les gens ne s'intéressent plus à ce que je fais parce qu'ils ont déjà une autre solution plus pertinente et moins coûteuse? C'est possible.
ou parce qu'ils ont une situation sociale qui les pousse à ne plus avoir envie des services extra. Ils se concentrent sur les besoins élémentaires. Ou parce qu'ils estiment que tu n'es pas de leur catégorie. Oui, parce que moi, je vois toujours les gens qui se disent que si tu vends ton produit peut-être à 1 million, si tu as seulement 5 clients, ça fait 5 millions. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Ce sont les discours qu'on entend souvent. Si tu vends un produit à 1 million, si par mois tu n'as que 5 clients, ça te fait 5 millions. Mais le problème, c'est que celui qui donne 1 million pour un produit, il va d'abord regarder, tu habites où? Est-ce que tu as la voiture? Est-ce que tu ne vas pas fuir avec son argent? Est-ce que tu as déjà résolu ce problème chez quelqu'un un jour jusqu'à on voit, les gens témoignent que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Parce que s'il a 1 million, ça veut dire qu'il a les moyens, donc il peut choisir de payer chez qui il veut. Il a le choix de changer. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est plus fort que toi, qui fait ça moins cher? Tu fais les formations en oratoire combien? À partir de 150 000. Il y a des gens qui font ça à 5. Parfois, ils sont faux aussi. Et comme ils sont misérables, il fait ça pour gagner de quoi manger. Et il est une grande menace pour toi. Parce que pendant que toi, tu fais 150 000, lui, il dit que je t'offre ça gratuitement pendant 2 semaines. Pour que tu vois que je suis fort. Après ça, si tu vois que tu peux payer 5 000, tu payes. Selon toi, on va payer chez qui? Tu vois. Parce que lui, il est une menace pour toi. Il est une menace pour toi, pourquoi? Parce que peut-être il a un talent comme le tien, similaire ou supérieur même parfois. Il n'a pas la même condition sociale que la tienne. Donc du coup, il est capable d'accepter moins. Et du coup, personne ne veut gaspiller son argent inutilement. Personne. Donc si je me rends compte que le service que tu offres, il y a quelqu'un qui offre le même service à un prix 2 fois moins, 3 fois moins, là, j'étais chez l'autre. Donc moi, je te recommande de faire une analyse soit un peu plus approfondie de ton projet. Ça va te permettre d'analyser les menaces, d'analyser les stratégies des personnes qui offrent des produits ou des services complémentaires. Ça va te permettre de pouvoir aussi mieux comprendre la stratégie qu'utilisent les autres pour toucher leur cible. Et ça va peut-être te permettre d'améliorer ou de mettre à jour tes offres. Parce que comme je l'ai dit, tout produit et tout service a ce qu'on appelle un cycle de vie. Donc il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la maturité, il y a le déclin. Donc peut-être tu as un service qui est déjà à la phase de déclin. Et quand un service ou un projet est à la phase de déclin, voilà, il faut recréer le début, c'est-à-dire la naissance et la croissance. Et pour ça, soit il faut de l'innovation, soit il faut toucher un nouveau segment de marché, soit il faut l'élargir, soit il faut apporter quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour rien que tu vas voir parfois certains jus, on change le capuchon, alors que c'est le même jus. On change les étiquettes, alors que le jus est resté le même. C'est parce que quand on atteint déjà la phase de déclin, les gens ne veulent plus ça, ils veulent les nouvelles choses, par exemple. Ils ne veulent plus consommer la même chose. Donc du coup, tu es obligé de leur montrer que ce que tu fais, c'est nouveau. Donc si tous les jours tu fais les formations en oratoire standard, peut-être à un moment donné, il faut que tu apportes quelque chose d'autre. Ou que tu fasses ça, mais d'une autre façon. Tu vois, mais ça, je ne peux pas le dire spontanément comme ça, parce que je ne sais pas comment tu procèdes. Je ne sais pas quels sont les outils que tu utilises. Je ne sais pas quelle est l'expérience que tu as avec les clients précédents. Donc, il faut que tu fasses cette analyse toi-même parce que tu es mieux placé pour le faire. Il y a Internet, il y a tellement de supports qui peuvent t'accompagner à le faire. Et après ça, tu poseras le bon diagnostic. Comme parfois le diagnostic, ça peut être d'arrêter. Hein. Tu peux faire ça après tu te rends compte que la meilleure solution, c'est d'arrêter ça définitivement. Et de passer radicalement à autre chose. Parce qu'il faut être honnête envers toi-même. Quand tu as fini d'analyser, tu dis non. Avec ce que je vois là, il faut arrêter avec cette oratoire et faire autre chose. Et ça va te faire gagner en temps. Au lieu de continuer encore 3 ans, avant de te rendre compte de ce que tu t'étais rendu compte de 3 ans avant. Voilà. Maintenant, je veux qu'on parle de l'organisation de l'événement de demain, parce que voilà, on va se rencontrer encore demain.